Can the White House just tell and assure Americans today that there's not going to be a recession? Do you I think think there this will be a country- recession? Recession risk getting a little bit more realistic. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. Le marché baisse, mais il faut reconstruire notre pays. C'est une phrase qui a fait mal, qui a fait très très mal et qui pose une grosse incertitude sur ce que veut vraiment Donald Trump, à travers des tensions, à travers une augmentation des douanes tarifaires, une géopolitique encore plus incertaine, des changements drastiques de positionnement, l'économie a beaucoup de mal à accepter le Donald Trump qui est arrivé au pouvoir. Donald Trump qui n'est plus du tout comme il l'était en 2018 à sa première arrivée et qui pose beaucoup de questions sur l'avenir. Et le fait qu'il ait accepté et qu'il n'exclut pas une récession, je dois vous avouer que ça affole totalement les marchés financiers. C'est pour ça qu'on a une grosse chute actuellement. Et tout le monde se pose la question, mais quel est le jeu de Donald Trump? Pourquoi fait-il ça? Quelle est son idée générale? Est-ce qu'on reste dans l'idée de reconstruire les USA? Mais à ce moment-là, est-ce que sa vision est à plusieurs mois, plusieurs années? Il nous a dit clairement que sa vision n'est pas court-termiste et que on sera content sur le long terme. Quand il dit on, bien évidemment, c'est les USA, pas forcément le reste du monde, et c'est aussi une des questions qu'il va falloir se poser, là où l'Europe est en train de se recentrer et de se dire que peut-être Trump et les USA ne sont plus les amis, les alliés qu'on avait tant espéré, et qu'il faut repenser un petit peu tout ça. Bref, le troublion est bien là, Trump suscite la défiance des marchés, pose des questions, et est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui est planifié? Et à ce moment-là, jusqu'où? Comment et comment ça peut nous impacter en termes d'économie et de finance. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Thibaut et je vais décrypter tout ce qui est finance et économie pour le simplifier au maximum, pour comprendre ce qui se passe derrière les annonces de peur que l'on peut retrouver notamment actuellement suite à Trump. Oui, clairement, il y a une peur. Une peur, on parle de récession, on parle de dépression à cause de la politique de Trump. Tout le monde le considère comme fou, tout le monde se dit que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il fait. Et globalement, je pense que tout le monde se trompe de ce côté-là. Il y a clairement un plan, mais par contre, il va pas falloir qu'il se trompe dans l'exécution de celui-ci. Je vais vous donner ma vision, vous expliquer un petit peu pourquoi on parle même de Trump-session. Oui, en effet, Donald Trump est arrivé au pouvoir. Historiquement, en 2018, il avait fait un certain nombre d'actions permettant à la bourse d'avoir un nouvel essor, avec des actions court-termistes, comme par exemple l'allègement des impôts pour les entreprises. Ça avait fait pumper directement le Nasdaq et les différentes sociétés, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Là, on n'est plus du tout dans le court-termiste, on est même dans le plus loin-termiste. Un petit peu compliqué dans cette relation, avec une volonté d'avoir des retours tout de suite, et une volonté de faire Make America Great Again. Là, actuellement, on est vraiment dans cette volonté d'asseoir une hégémonie américaine à travers un changement drastique, une rupture dans la géopolitique et la façon dans laquelle on gère la politique américaine. Donald Trump s'est illustré de cette façon-là, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu justement dans les différents essais, comme par exemple celui d'Alexis Botsman, une représentation vraiment américaine sur l'hégémonie américaine qui a toujours existé sur le monde moderne, mais qui a eu beaucoup de mal à un moment donné, et en effet, il y avait une forme de représentation où il y avait une évolution des USA qui n'arrivait pas encore à se spécialiser vraiment dans l'informatique, et ça date de 2010, et on parlait déjà de l'hégémonie interspatiale, spatiale et informatique. Et là, comme on est en train de voir les différentes évolutions, on peut se poser la question si le Make America Great Again ne vient pas aussi de ça. Je m'explique. Là-dessus, on a toujours eu une hyper-accélération au niveau de la tech US, ça on l'a déjà vu, l'intelligence artificielle, on va avoir Meta, on va avoir Google, on va avoir le développement de l'informatique américain qui prend vraiment de plus en plus de place. Et à côté, on a un pays qui est la Chine qui, lui, avance aussi très vite de son côté, notamment dans l'intelligence artificielle. On parlera forcément de DeepSeek qui est arrivé mettre une grosse claque directement aux géants américains en montrant qu'avec 4, 5, 10 fois moins de moyens, on était capable de faire la même chose.
Spoiler alert, c'est normal dans l'évolution d'une technologie comme celle-ci que plus on avance dans le temps, plus on a des efforts qui sont effectués dans le développement de cette technologie, et moins ça coûte cher d'évoluer rapidement. D'accord ? On est dans cette démarche-là actuellement, mais ça n'empêche qu'il y a vraiment une course qui est effectuée, une course au spatial, avec des idéologies qui existent depuis très longtemps et cette volonté expansionniste qui se trouve cachée derrière Elon Musk et derrière SpaceX, mais aussi cette volonté de réasseoir l'idéologie américaine avec justement Donald Trump. Et là-dessus, il faut revenir un petit peu en arrière avec la notion de la façon dans laquelle il négocie, à savoir que Donald Trump est un homme d'affaires à la base, et il a une spécialisation qui est vraiment dans la notion de la négociation. Il a écrit un livre qui est horrible à lire, et qui est vraiment très peu intéressant, qui s'appelle The Art of Deal, qui est sorti dans les années 80-90, alors qui est vraiment très très horrible à lire, hein. Je veux dire, on parle de quelque chose qui a assez peu d'impact, mais par contre c'est intéressant quand on le lit avec une vision très représentative de ce qui se passe sur les marchés. On commence à comprendre un petit peu la façon dans laquelle il fonctionne. On avait commencé à voir un petit peu ça en 2018, mais c'était vraiment un quart de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et on découvre que sa volonté de deal passe par deux choses. Un, une façon de s'exprimer, et deux, une façon de gérer. La façon de s'exprimer, il y a une expression qui ressort dans le livre, qui est l'hyperbole véridique. Et globalement, ce qui en ressort derrière ça, c'est que Donald Trump aime s'exprimer, souvent avec des énormes hyperboles pour gonfler en fait la représentation de ce qu'il en est. Et c'est un style de communication qui est très présent et qui est même amplifié dernièrement. Ou même parfois dans ses allocutions, vous allez voir qu'il revient et qu'il répète 2 fois, 3 fois les mêmes phrases pour bien marquer des choses qui sont plus ou moins vraies, ou en tout cas grandement exagérées, pour donner un horizon très important. Parce que derrière, il s'est rendu compte que les gens n'avaient pas forcément de grands standards, mais par contre, idolâtraient ceux qui en avaient, ceux qui avaient de la vision, ceux qui projetaient sur quelque chose de grand, de vraiment très grand. Et on est dans cette idée-là, on est dans le « je veux montrer que ». Je veux le dire, mais je veux aussi le montrer. Et on est dans cette action-là. Justement, le fait d'avoir plusieurs deals, le fait de montrer qu'on est capable de pouvoir faire des actions rapidement et que ce n'est pas que des mots, montrer une ambiguïté stratégique. C'est quelque chose qui est revenu, qui est un concept militaire, qui avait été notamment longuement abordé sur les déclarations qu'avait effectuées Macron en 2024 sur la position de la France par rapport à l'Ukraine, mais qui est une réalité en géopolitique et en géoéconomie aussi. D'accord ? On est dans les deux, la géopolitique est égale à la géoéconomie, et on est vraiment dans ce positionnement au niveau de Donald Trump. Que ce soit avec les taxes douanières, où globalement il fait des grosses annonces, vous allez voir le marché réagit, mais pas tant que ça, parce qu'on se dit que oui, c'est de la négociation, on connaît Donald Trump. Donald Trump, en 2018, a, voilà, brandi des menaces, mais revenait systématiquement en arrière, ou très très vite, et donc ça n'allait pas être appliqué. Donc, oui, ok, on a des menaces tarifaires, on a des mesures répressif par rapport à ces menaces tarifaires, notamment en Europe. On va avoir à côté des discussions avec le Canada, à savoir que on se retrouve sur un Donald Trump qui veut faire du Canada le 51e État, qu'on retrouve à côté un Donald Trump qui veut annexer le Groenland, un Donald Trump qui veut reprendre possession du canal de Panama, bref. Sauf que derrière, on a eu une augmentation des droits de douane, on passait de 25 à 50 par rapport au Canada en réponse au Canada, donc encore une fois politique de négociation, sauf que il revient quelques jours après, alors je crois que c'est quelques heures après, sur ces droits de douane pour les faire descendre. C'est pour montrer qu'il est versatile, qu'il est capable de faire, de passer à l'action ou de ne pas passer à l'action, et qu'on ne sait pas comment on va être traité. Et clairement, ça crée de l'ambiguïté, cette ambiguïté est propice à la négociation, et propice à faire passer aussi des choses comme l'acceptation d'un droit de douane de 25%. Et là, on va se poser la question, pourquoi il y a un droit de douane important, par exemple au Mexique ou encore au Canada? Et je vais prendre l'exemple du Mexique, et ça c'est important parce que on a eu aussi à travers le libre-échange, qui est la représentation des échanges entre les différents pays, où on a une taxation qui est plutôt normalisée. Quand on est une énorme société, quel est l'intérêt d'aller installer une usine aux USA où le prix de la main-d'œuvre va coûter cher, alors qu'on peut aller par exemple à quelques kilomètres de là, au Mexique, créer une énorme usine
d'automobile, de conception, avec une main-d'œuvre très peu chère, et pouvoir après faire quelques kilomètres et importer aux USA les véhicules construits à quelques kilomètres de là, alors que ça aurait pu très bien être fait aux USA. Et c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans la discussion et qui fait poser beaucoup de questions aux entreprises en elles-mêmes, pas que aux pays, mais aussi aux entreprises, pour dire, ok, si jamais vous ne venez pas chez moi, à ce moment-là, vous allez avoir peut-être des taxes douanières, ou peut-être pas, peut-être 25, peut-être 50, mais quand on est une société, quand on est un marché, on a besoin de planifier, on a besoin de se poser les questions sur pas juste un trimestre, juste un mois, mais sur 1 année, 2 années, 3 années, 5 années. Et donc, très vite, on va se dire, ok, il y a une instabilité, ok, il y a des droits de douane, donc à ce moment-là, je vais me rediriger vers directement le pays en question, et donc, c'est-à-dire les USA. Et je pense que ça fait partie d'un des côtés du jeu américain et du jeu de Donald Trump, vous allez voir que ce n'est pas le seul. Parce que oui, il y a une véritable lutte de base, de pouvoir et d'influence. Et je pense que c'est très important, cette lutte et influence. Clairement, on se prend des claques, notamment sur le Nasdaq, sur le S&P 500, qui sont les indices qui représentent l'économie américaine, et quand on regarde ces claques que l'on a là, actuellement, on souffre beaucoup sur le moment. Il y a beaucoup de peur, je vous ai dit en début de vidéo qu'on parlait de récession, de dépression, et ce sont des mots qu'on a déjà entendus ici, qu'on a déjà entendus dans cette zone-là, qu'on a déjà entendus dans cette zone-là. Bref, à chaque fois qu'on a une chute, on va avoir systématiquement une peur qui va se mettre en place. La notion de dépression, gardez-le en tête parce que ça va revenir dans quelques instants. Mais néanmoins, on a ici un mouvement fort. Mouvement fort qui est la bougie de février, où globalement le marché se disait « Ah, c'est Donald Trump, vous inquiétez pas, c'est juste de la négociation, il passera pas à l'action ». Et le mois de mars, où le marché fait « Ah oui, en l'occurrence, on passe à l'action ». Et donc là, on redonne de la crédibilité aux menaces que donne Donald Trump, et donc ça réassoit sa légitimité en tant que négociateur. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où justement on prend en corrélation ce qui s'est passé en 2018. Quand on regarde ici 2018, avec notamment le nombre de menaces qu'on a eu au niveau des taxes douanières, bon, quand on regarde le marché, en effet, on a eu quelques mois d'incertitude, puis on est reparti sur une accélération haussière. Alors ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que c'est Donald Trump ? Non, ce n'est pas Donald Trump, c'est Jérôme Powell qui nous a dit « Bon, les taux, là, il faudrait peut-être les remonter. » D'accord ? Gardez bien en tête les taux, parce que là, c'était Jérôme Powell, et justement, il y aura une volonté au niveau des taux qui est très fort. Donald Trump veut faire baisser les taux. Il veut justement avoir des taux d'intérêt et une injection de liquidité au sein du marché américain qui diminue. Alors, il n'y a pas que ça, concrètement. Il y a la notion de taux réel. La problématique, c'est qu'il y a une confrontation entre Jérôme Powell, directeur de la Fed, qui ne dépend pas du coup de Donald Trump, qui veut justement ne pas baisser les taux trop vite, parce que il pense clairement qu'il va avoir une inflation due à la politique justement de Donald Trump. Et donc on a une lutte entre les deux. Donald Trump essaie de faire bouger la Fed. Pour faire bouger la Fed, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on va impacter l'inflation, on va impacter l'économie globale pour essayer de faire flancher aussi la Fed, de nous donner une impulsion nécessaire pour pouvoir faire baisser les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont très importants, qui régissent la liquidité du monde et l'accès principalement au dollar et aussi à la dette américaine. Ça c'est très important parce que la dette américaine, c'est compliqué, je pense que c'est le deuxième axe de bataille vraiment de Donald Trump. C'est le fait de pouvoir refinancer la dette américaine. On sait qu'une majeure partie de la dette américaine se trouve détenue par les Américains, directement par les fonds de pension, par les différents acteurs qui capitalisent autour de la dette américaine, qui est globalement l'actif, qui offre un rendement supérieur à 3,5%, 4% sans quasiment aucun risque, parce qu'il n'y a pas de faillite possible avec l'imprimante à billets des dollars, parce que c'est la monnaie la plus utilisée au monde. Mais on a quand même quelques détenteurs de cette dette-là, et certains qui se débarrassent allègrement de cette dette, comme par exemple la Chine, ou quelques autres acteurs qui peut-être pourraient en acheter plus. Et là, je pense que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Clairement, il y a une discussion autour de la dette, qui se fait à travers la négociation
entre les États-Unis et ceux qui sont impactés par la taxe douanière, et à côté, la nécessité de refinancer cette dette-là. Ça veut dire à un taux. C'est-à-dire aussi, et ça c'est très important, que je pense clairement qu'il y a une volonté de négociation en disant, bah écoute, tu m'achètes de la dette américaine, tu m'achètes des produits américains, et en compensation, bah moi à ce moment-là, plus tu vas utiliser du dollar, plus je vais faire baisser les taxes douanières, et donc on reprend un deal qui part sur de nouvelles bases. Ça permet de pouvoir refinancer la dette américaine, peut-être avec des taux plus bas, si Jérôme Powell baisse les taux. Je suis persuadé qu'en 2025, il baissera les taux, et il baissera les taux vraiment fortement pour des bonnes raisons, parce que l'inflation est en train de chuter, et que non, on n'est pas en déflation, c'est juste un impact réel qui est en train de se faire, et on va retrouver ici les finances publiques, qui sont les finances publiques américaines, qui sont en déficit énorme, qu'on connaît déjà depuis relativement longtemps, et qui impacte grandement, en fait, les USA. On sait très bien qu'il va y avoir un besoin de refinancement très vite, et on voit ici le déficit fédéral cumulé des États-Unis par année fiscale. Et on voit qu'en 2025, en janvier, on était déjà à 840. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, on était à 736, 2024, 531, donc on a quand même ici une réaccélération prévisionnelle qui va être effectuée sur mars, donc l'endroit où on devrait arriver sur une dette qui est énorme, il va falloir certainement la refinancer. Et pour moi, la représentation des taxes douanières, et je ne suis pas le seul à défendre cette idée-là, est un moyen de négociation pour le financement de cette dette-là. Trouver des personnes pour pouvoir l'acheter. C'est le principe d'une dette. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin de 100 €, bah, il faut bien que je trouve quelqu'un qui me prête 100 € pour pouvoir faire quelque chose. Après, les USA, ce n'est pas moi, c'est un pays, c'est le plus gros pays, c'est la plus grosse force économique, c'est le poids le plus lourd qui existe en termes d'investissement, en termes de puissance, et justement, ils cherchent là à ne pas demander à des amis, mais bien à imposer en fait une nouvelle règle du jeu à travers des taxes douanières et une négociation très difficile et qui fait très mal. Dans tous les cas, on a eu l'inflation qui est tombée pour le mois de février. On voit que cette inflation arrive à 0,2, une baisse qui est tout à fait cohérente. Donc là, normalement, on devrait avoir une incitation à Jérôme Powell de baisser les taux, parce qu'il y a une peur, peut-être, de déflation. Et c'est peut-être aussi ce qui joue sur le marché traditionnel, mais dans tous les cas, étant donné que ça reste un marché qui va réagir principalement à l'effet de nouvelles, ce qui va être important, ça va être mercredi 19 mars qui va arriver avec les différents taux et la décision de la Fed. Et je pense que plus que la décision, ça va être la tonalité du discours de Jérôme Powell et l'implication des baisses des taux que l'on pourrait retrouver au cours de l'année 2025. Encore une fois, je considère que pour moi, on aura ces baisses des taux et on aura ici de l'injection de liquidité. Et c'est là où vous comprenez un petit peu le plan de Donald Trump. En tout cas, ce que j'en vois, moi de mon côté, c'est-à-dire que on fait pression sur tout le monde, on passe à l'action pour bien montrer qu'on est capable de passer à l'action, mais on est capable de changer d'avis tout de suite, donc on déstabilise les acteurs qui ne savent pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est réellement une action? Et donc j'ai un pouvoir beaucoup plus important, tant sur les sociétés pour venir investir aux USA, mais aussi sur les pays en question pour pouvoir acheter américain et surtout acheter de la dette américaine et utiliser du dollar. Cette dette américaine va permettre de pouvoir financer l'État et à des taux bien inférieurs parce que le but étant de mettre une pression, 1, sur l'inflation, mais 2 aussi sur le marché traditionnel pour forcer un peu la Fed à passer à l'action, c'est-à-dire à baisser les taux pour que le fait d'emprunter, au lieu de forcer les emprunts et le financement de la dette américaine à 4%, le faire peut-être à 2,5 ou 3%, et ça a un impact énorme en termes de prix et en termes de rendement que l'on pourra avoir autour de la balance d'endettement américaine. Une stratégie qui est clairement osée, portée par l'acceptation des Américains de cette politique agressive. Est-ce que ça a fonctionné ou non? En tout cas, je pense que la réaction sur les marchés ne va être que temporaire, que ce soit ce mois-ci, le mois prochain, ou peut-être les semaines qui arrivent, ça n'empêche que le marché va pricer ça, comme il l'a déjà fait en 2018, et ici, c'est bien un levier de négociation, c'est bien quelque chose qui permet de réajuster, de gagner un pouvoir politique supérieur, un pouvoir économique supérieur, un pouvoir géopolitique supérieur, et une fois que ce sera effectué, une fois que le marché l'aura pricé, on repartira à la hausse avec une économie américaine qui sera
beaucoup plus forte que le reste, étant donné qu'on aura des injections de liquidités des sociétés internationales aux USA pour pouvoir toucher le marché américain, qui reste le marché le plus important, et on aura certainement des financements au niveau de la tech, et un Nasdaq qui repartira très certainement à la hausse. Par contre, en France, c'est une autre discussion, parce qu'on doit financer impérativement la défense, et du coup, on va certainement taper dans les livrets d'épargne dédiés, donc livrets A, potentiellement d'autres livrets déjà existants, parce que oui, on ne privilégiera pas un livret dédié à ça, donc on va certainement spoiler une grosse partie de l'épargne française pour pouvoir financer le budget de la défense et le renouvellement de notre armée. Quelque chose qui aurait peut-être dû être effectué avant et qui vient principalement de l'effet de la politique Trump. C'est pour vous montrer les implications que ça peut avoir, même sur nous, dans l'état actuel. Et justement, il y a peut-être des réflexions à avoir sur est-ce qu'il y a un intérêt encore à avoir de l'argent sur un livret A ou sur un LDD, si à un moment donné on peut être saisi. Encore une fois, rien n'est définitif par rapport à ça, mais il faut comprendre que la politique de Trump a des implications réelles dans notre économie, et forcément, ça implique des choses pour vous et moi.